La crise de 1929, qu'on connaît aussi sous le nom de la Grande Dépression, elle est considérée comme la plus grande crise économique depuis que le capitalisme existe. Et il existe depuis longtemps. Elle a eu des répercussions très profondes et durables sur presque tous les pays du monde. Le chômage a doublé à l'échelle mondiale. Aux États-Unis, il était au-dessus de 15% pendant 10 ans, et il a même atteint un pic à 25%. La bourse américaine est passée de 381 points en septembre 1929 à 41 points en juillet 1932. Une baisse de 89%. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on parle du Dow Jones, les 30 plus grosses entreprises américaines. On parle pas d'une crypto-monnaie un peu sombre et un petit peu obscure. Entre 1929 et 1933, le PIB, le produit intérieur brut mondial, a chuté d'environ 15%. C'est colossal. Il a fallu une décennie pour que la production et le chômage retrouvent leur niveau d'avant la crise. Ça a tellement été un choc psychologique pour le monde financier que le nombre de suicides aurait explosé à Wall Street. Même si en réalité, malheureusement, ceux qui ont été le plus touchés, c'est pas les traders ou les mecs de Wall Street, ce sont les populations un petit peu plus modestes. Ceux qui, au final, n'ont pas vraiment joué au grand jeu du capitalisme et de la bourse, mais qui s'en sont quand même mangé les conséquences. Pourtant, les fameuses années folles des années 1920 étaient une période de prospérité économique et d'optimisme absolument exceptionnel. Donc concrètement, qu'est-ce qui a bien pu déclencher ce raz-de-marée économique et quelles conséquences on peut en tirer pour cette période ? Mesdames, messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Investia, le podcast Finance Économie. Aujourd'hui, on parle de l'une des plus grandes crises économiques de l'histoire, la Grande Dépression des années 1930. Je vous rappelle que si c'est pas fait, vous pouvez laisser un petit 5 étoiles sur les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, etc. Si vous êtes sur YouTube, un petit commentaire. Et si vous en avez envie, Spotify permet d'avancer la vitesse des podcasts si vous voulez mettre en 1,2, 1,3, x1,5, même x2 si je parle trop doucement pour vous. C'est un truc que personnellement j'aime faire et que je savais pas, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Surtout sur Spotify, sur YouTube, c'est assez connu. Si vous entendez des petits bruits en arrière-plan, c'est le chien qui est en train de manger sûrement un truc très cher de mes bureaux. Voilà, donc désolé pour ça. C'est parti. Retour dans les années 1920. Les entreprises ont massivement investi dans la construction et dans l'amélioration des usines existantes. L'adoption des nouvelles machines et des nouvelles techniques a grandement amélioré la productivité. Les usines étaient capables de produire beaucoup plus qu'avant. Et à première vue, c'est une bonne nouvelle quand je vous dis ça. Sauf qu'il y avait un petit problème. Les salaires des travailleurs n'ont pas augmenté pendant ce temps. Peut-être que vous avez vu Peaky Blinders, alors désolé, je fais tout le temps des refs à Peaky Blinders, je suis obsédé par Peaky Blinders. Il faut savoir que j'ai vu toutes les saisons 8 fois, et donc vu qu'on est dans les années 1920, je me sens obligé de faire le mec et de faire des références à Peaky Blinders, mais ça se voit quand même, ça se sent dans la série pour ceux qui l'ont vu. Pour ceux qui l'ont pas vu, qu'est-ce que vous foutez là ? Allez la voir. Bref, les salaires des travailleurs donc n'ont pas vraiment augmenté, même si la productivité a augmenté énormément, et donc le pouvoir d'achat des consommateurs était un peu limité. Ce qui fait qu'on se retrouvait avec, d'un côté, énormément de capacité de production, parce qu'on produisait, on améliorait les solutions existantes, mais de l'autre côté, il y avait personne pour acheter ce surplus, parce que les salaires n'augmentaient pas, donc on n'avait pas de sous. Ça fait que la capacité de production a largement dépassé la demande réelle. C'est pour ça qu'on entend souvent parler de cette crise comme une crise de surproduction. Le problème, c'est que cette situation, elle a conduit à une baisse des prix. On parle de déflation. C'est comme si chaque mois, le prix de vos courses diminuait. Quand je vous le dis comme ça, dans notre contexte actuel, ça paraît trop bien. Sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les éléments et acteurs de l'économie sont liés. D'accord ? Et qu'un changement de comportement de l'un d'entre eux a un impact évident sur les autres. Si les gens dépensent moins en allant aux courses, les premiers touchés, ça va être qui ? Ça va être les entreprises et leurs recettes. Mais une entreprise qui galère financièrement, c'est une entreprise qui ne va plus investir pour se développer et qui ne va plus embaucher. Et du coup, on se retrouve avec un taux de chômage qui augmente, ce qui réduit encore plus le pouvoir d'achat de la population parce qu'ils n'ont pas de sous, vu qu'ils n'ont pas de taf. Et donc, par extension, ce qui réduit quoi ? La consommation. Et à ce moment-là, on repart pour un tour.
moins de consommation égale moins de profit pour les entreprises, égale moins d'investissement, plus de licenciements, ce qui mène de nouveau vers une baisse de la consommation parce qu'on a encore moins d'emplois, et vous avez compris le cercle vicieux qui fait que la crise s'est aggravée. Dans le secteur agricole et minier, une surproduction similaire s'est aussi produite. Après la Première Guerre mondiale, les champs de bataille sont redevenus des champs tout court, et les soldats sont redevenus des travailleurs. Sauf que pendant la guerre, les pays qui n'étaient pas vraiment affectés, soit qui n'étaient pas en guerre, soit qui étaient un petit peu plus loin, ils ont aussi augmenté leur production pour venir combler le vide qui était laissé par les pays en guerre. Ça fait qu'à la sortie de la guerre, on s'est retrouvé avec une capacité de production qui était beaucoup plus élevée, qui a saturé le marché mondial des matières premières, comme par exemple le blé. Oui, les entreprises pouvaient produire moins cher, certes, mais d'un autre côté, les agriculteurs ont vu leurs revenus diminuer de manière extrêmement drastique, vu qu'ils ne vendaient plus leur blé aussi cher qu'ils le vendaient avant. On parle quand même d'une chute de 50% du prix du blé, rendez-vous compte, du coton c'était pareil, etc. Et pas seulement aux États-Unis. On avait ça en France, au Royaume-Uni, en Italie, etc. Quand on sait qu'à l'époque aux États-Unis, il y avait environ 30 millions de personnes, c'est-à-dire 25% de la population, qui étaient dépendantes de l'agriculture, bon, on comprend que ça pouvait pas très bien se terminer. Et là, je prends même pas en compte les épisodes de sécheresse, le fameux Dust Bowl, une série de tempêtes de poussière qui ont eu lieu dans les années 1930. Référence film, mais pour ceux qui ont vu Interstellar, ça n'a rien à voir, mais ça devait être sûrement le même délire, et qui ont provoqué du coup des pertes de récoltes et qui ont accentué la détresse économique dans les zones rurales. Bref, c'était la merde, excusez-moi du terme, mais là je pense qu'on peut l'utiliser. Si on avait voulu freiner cette situation de surproduction, qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? On aurait dû faire deux choses. Les entreprises, elles auraient dû augmenter les salaires pour stimuler la consommation. C'est un peu paradoxal, mais du coup, oui, si les ouvriers ont plus d'argent, ils consomment plus. Et donc, on relance la machine. La deuxième chose, c'est que les producteurs de matières premières, elles auraient dû produire moins pour créer de la rareté et faire augmenter les prix. Je vous rappelle qu'en économie, le concept central, c'est la rareté. D'accord ? Pourquoi un diamant vaut plus cher qu'un caillou ? Élément numéro 1, la rareté. C'est pas l'unique élément, il y a des manipulations, etc. Mais c'est l'élément numéro 1. Si on avait des dizaines de milliards de diamants par terre, le diamant n'aurait pas de valeur. Tu peux manipuler autant que tu veux, le diamant n'aurait pas de valeur. Donc la rareté est l'élément central. Donc si on veut faire augmenter les prix, on peut largement jouer sur la rareté. Le problème avec ces deux éléments, c'est-à-dire augmenter les salaires et créer de la rareté, donc produire moins, c'est que pour que ça marche, tout le monde doit participer. Et va dire à un Texan des années 1930 qu'il doit produire moins et espérer que tout le monde fasse la même chose alors qu'il a déjà du mal à nourrir sa famille. C'est un peu comme aller dire maintenant, pour faire un parallèle, que si tout le monde mangeait moins de viande et prenait moins la voiture, on pourrait améliorer les choses. Oui, c'est clair, mais ça se base sur le « si tout le monde ». Et déjà, cette phrase, on sait que elle est un petit peu délicate à mettre en place. Pourtant, cette fameuse surproduction, c'est simplement une facette de cette crise, parce qu'on a aussi un gros problème avec le système financier et monétaire de l'époque. Et là, c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir faire un parallèle entre le système actuel, dont tout le monde parlait à l'époque, le fameux système étalon-or, et le système de maintenant, et voir que tout n'était pas rose à l'époque. Depuis 1870, le système monétaire international était basé sur l'étalon-or. Les monnaies, elles avaient une parité fixe avec l'or. Par exemple, $1, ça valait toujours 1,37 g d'or, et un franc, ça valait 0,05 g d'or. C'était comme ça. C'était la valeur du dollar et la valeur du franc. Les banques centrales, elles devaient donc maintenir les taux de change entre les monnaies, ce qui veut dire que si vous vouliez échanger $1 pour des francs, le taux de change restait toujours le même puisqu'il était adossé à l'or. Ce système, il a posé une discipline monétaire extrêmement stricte, parce que la création de monnaie était limitée par les fameuses réserves d'or. C'était impossible pour un pays de créer plus de monnaie qu'il a d'or en stock. Aujourd'hui, on entend souvent que c'était mieux comme ça, que notre système actuel, il n'a aucun sens, parce qu'on peut imprimer de l'argent autant qu'on veut, voilà, on peut rembourser la dette comme on le veut. Alors oui, mais non. Parce qu'on va le voir, ce système, c'est l'une des raisons pour laquelle cette crise elle a duré aussi longtemps et été aussi violente. Cette rigidité monétaire, elle a restreint la capacité des banques à prêter, surtout en cas de fuite des réserves d'or à des déficits commerciaux. Quand un pays importait plus qu'il n'exportait.
qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait payer la différence en or au pays exportateur, d'accord? Ce qui va créer une sortie d'or du pays déficitaire, donc du pays qui importe plus, qui fait venir de la marchandise chez lui, et ce qui va réduire ses réserves, c'est logique. Mais vu que la quantité de monnaie, elle était dépendante de la quantité d'or, ça veut dire que plus le pays est en déficit, moins il a d'or, et donc moins il a de monnaie en circulation, parce que la monnaie est directement liée à l'or, c'est un fait. Et moins de monnaie en circulation, ça veut dire moins de liquidités disponibles pour venir soutenir l'économie et pour financer les investissements et la consommation. Aujourd'hui, en cas de crise, les banques commerciales injectent de l'argent dans l'économie et les banques centrales rendent les crédits beaucoup plus simples d'accès pour stimuler la consommation et relancer la fameuse machine économique. Alors que là, en période de crise, en 1920, cette contraction de la masse monétaire, elle pouvait aggraver la récession. Quand la crise a éclaté, le système de l'étalon or, c'est-à-dire d'avoir une monnaie qui est adossée à l'or, elle a empêché les pays d'ajuster leur politique monétaire pour venir y faire face. Ils étaient forcés de maintenir la parité avec l'or, même si ça aggravait leur situation économique. Ils ne pouvaient pas dévaluer leur monnaie pour stimuler leurs exportations. En plus, ils ne pouvaient pas augmenter la masse monétaire pour relancer l'économie sans augmenter leurs réserves d'or. Ce lien direct, c'était un vrai problème à l'époque. Cette incapacité qu'il y avait à agir, parce qu'en fait on était bloqué, littéralement, elle a conduit à une déflation généralisée où les prix baissaient, les salaires diminuaient, et le chômage, il augmentait. Les déficits commerciaux ont joué un rôle très important dans ce mécanisme. Les pays qui avaient des déficits, ils devaient céder de l'or. Et du coup, s'ils cédaient de l'or, ça réduisait leur masse monétaire. La masse monétaire, c'est la quantité de billets qu'il y a à l'intérieur d'une économie, donc de ce pays-là. Du coup, pour tenter de conserver leur or, ils faisaient quoi? Ils augmentaient leur taux d'intérêt pour attirer les investisseurs étrangers. Parce que si je suis américain et que je veux investir en France, je dois échanger mes dollars contre de l'or, ok? Comme ça, j'ai de l'or et ensuite, je peux échanger cet or en francs à la Banque de France. Du coup, ça augmente le stock d'or de la France. Et les pays voulaient attirer les investisseurs étrangers en leur donnant un plus gros rendement, en augmentant les taux d'intérêt. Mais du coup, des taux d'intérêt plus élevés, ça rendait les emprunts plus coûteux pour les entreprises et les consommateurs de ce pays, ce qui freinait globalement l'investissement et la consommation, et ce qui aggravait la crise. En fait, personne n'avait vraiment envie de faire quoi que ce soit. Moi, j'ai envie d'augmenter mes taux d'intérêt, comme ça, les Américains, ils peuvent venir chez moi et ils me donnent leur or, en échange, je leur donne des francs, d'accord ? Mais en même temps, les Américains, ils n'ont pas envie de faire ça parce qu'ils perdent de l'or. Et donc, quand les prix diminuent, ils se disent « Ok, mais j'ai juste à attendre, parce que mon or va valoir plus dans quelques temps vu que les prix diminuent. » Et donc, on est un peu dans un système, je ne sais pas si vous jouez aux échecs, où on est dans une partie d'échecs très fermée, où personne n'a grand-chose à faire, parce que s'il y en a un qui bouge, c'est une erreur dans tous les cas, donc tout le monde fait des mouvements qui ne servent à rien, et en fait, personne ne fait rien. Du coup, face à ce problème, on a certains pays qui ont progressivement abandonné l'étalon or pour venir dévaluer leur monnaie et stimuler leurs exportations. C'est le cas par exemple du Royaume-Uni, qui en 1931 a dit « Ciao, fini, notre monnaie n'est plus adossée à l'or, c'est terminé ». En laissant flotter leur livre sterling, ils ont pu dévaluer leur monnaie et donc rendre leurs produits moins chers à l'étranger. Dévaluer sa monnaie, ça veut dire quoi? Ça veut dire en imprimer beaucoup plus, d'accord? Ma monnaie n'est plus adossée à l'or, donc je peux en imprimer autant qu'on veut. Donc j'en imprime, ça va avoir des avantages, mais par contre ça va la dévaluer parce qu'il y en a plus, et donc on baisse la valeur. C'est toujours la notion de rareté. Donc, pour le Royaume-Uni, par exemple, ça a permis de stimuler les exportations, ça a amélioré la balance commerciale et ça a facilité la reprise économique. Les pays qui ont maintenu l'étalon or un petit peu plus longtemps, comme la France, ils ont subi une dépression beaucoup plus profonde et beaucoup plus prolongée. En gros, l'étalon or, il a aggravé la crise de 1929 en empêchant les pays d'utiliser la politique monétaire pour répondre à la situation économique. La rigidité du système, elle a conduit à des contractions de la masse monétaire, à des hausses des taux d'intérêt et à une déflation généralisée, en particulier dans les pays confrontés à des déficits commerciaux. Cette incapacité de dévaluer la monnaie, donc en gros dévaluer la monnaie, c'est imprimer de la monnaie, c'est la même chose, plus ou moins. Cette incapacité à imprimer de la monnaie, donc à augmenter la masse monétaire, elle a plongé les économies dans une spirale descendante.
Et c'est qu'en abandonnant le fameux étalon or que les pays ont pu regagner le contrôle de leur politique monétaire, ont pu dévaluer leur monnaie, stimuler leurs exportations et amorcer une petite reprise économique. Donc, oui, ce fameux étalon or, ça permettait de contrôler la quantité de monnaie en circulation, mais en période de crise, c'était bien plus complexe que ça, puisque le système lui-même empêchait les économies de se relever. On avait un problème de surproduction, un problème de gestion du système financier. Mais il nous manque encore une petite chose qu'on n'a pas encore vue. Un problème qui était lié à la dette. C'est l'une des plus grandes crises de l'histoire, du coup, autant tout cumuler. Je fais une petite parenthèse, parce que bon, je sais que ce podcast est un petit peu technique, donc on va un petit peu relâcher la pression, et je veux juste refaire un point sur ceux qui n'ont pas vu Peaky Blinders. Parce que j'en ai parlé au début, mais j'ai réfléchi sur le fait qu'il y avait des gens qui n'avaient pas vu cette série, ça m'a un peu énervé. Pourquoi vous regardez pas ? Pourquoi vous n'avez pas vu ? Non, en vrai, allez regarder, c'est incroyable. Genre, c'est la meilleure série. Vraiment, c'est exceptionnel. Tout est fantastique. Ceux qui l'ont vu, dites-le moi dans les commentaires. Quelle est votre saison préférée ? Je dirais que ma saison préférée, c'est là. Putain, c'est dur, hein. La 4, peut-être, avec les Italiens, je sais pas. Mais vraiment, allez la voir. Bon, on a fait une petite parenthèse, on a soufflé un peu. On y retourne, on parlait de la dette. La Première Guerre mondiale, elle a laissé les pays alliés européens très endettés. Envers qui ? Envers les États-Unis, qui avaient prêté énormément d'argent pour financer la guerre. Et en plus, qui n'avaient pas de dégâts directs dans leur pays de la guerre, donc qui n'avaient pas eu besoin de réemprunter de l'autre côté pour se remettre leur pays correctement. En gros, ils ont tout gagné. Donc ces pays-là, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, ils devaient rembourser leurs dettes qu'ils avaient empruntées aux États-Unis, sauf que leur économie, elle s'était affaiblie, et leurs stocks d'or, ils avaient fondu. Donc au lieu de payer en or pour venir combler le déficit, comme c'était le cas normalement, les pays européens, ils ont massivement emprunté des dollars aux banques américaines pour rembourser les États-Unis. Pire que ça même, les États-Unis prêtaient à l'Allemagne pour qu'elle puisse rembourser les Alliés, qui à leur tour remboursaient les États-Unis. Vous voyez un peu le cycle qui fait que les mecs ont tout gagné. Les États-Unis disaient à l'Allemagne, ok, bon, vous êtes fait démonter, vous devez rembourser les Alliés pour vos conneries, nous on vous prête des dollars avec des taux d'intérêt. Les Allemands, ils utilisaient les dollars pour rembourser les Alliés en leur disant, bon, les mecs, désolé, sauf que les Alliés, ils devaient rembourser les États-Unis parce qu'ils avaient emprunté de l'argent avec des taux d'intérêt. Donc c'est une espèce de chaîne de dette de remboursement qui profite à une seule personne, enfin à un seul acteur, les États-Unis. C'est d'ailleurs ce qui a en partie contribué à placer le dollar comme monnaie de réserve mondiale, mais bref. Les déséquilibres commerciaux ont aussi joué un gros rôle. Les États-Unis, c'était le principal exportateur mondial. Ils ont accumulé un tiers des réserves d'or mondiales, pendant que les autres pays avaient des déficits commerciaux, perdaient de l'or et avaient du mal à maintenir ce fameux étalon or. Avec la crise, les banques américaines ont arrêté de prêter à l'étranger. Les pays devaient de nouveau payer leurs dettes en or, mais leurs réserves étaient totalement épuisées. L'incapacité qu'elles avaient à dévaluer leur monnaie, ça empêchait les pays de faire des ajustements économiques. Donc dans l'espoir de se protéger, beaucoup d'entre eux se sont tournés vers le protectionnisme et ont mis en place des barrières commerciales et des tarifs de douane. Comme par exemple, si ça vous parle, le tarif Smoot-Hawley de 1930 aux États-Unis. Pour ceux qui se souviennent de leur cours d'histoire au collège, le protectionnisme, en gros, c'est une politique économique où un pays va imposer des barrières, comme des taxes ou des quotas, pour limiter les importations et protéger ses industries de la concurrence étrangère. Mais crise plus perte de pouvoir d'achat plus protectionnisme, c'est pas bon du tout pour les échanges internationaux. Entre 1929 et 1933, le commerce international il a diminué de plus de 60%. Le vrai problème, c'est que, en fait, à l'époque, l'économie, et surtout la macroéconomie, c'était pas vraiment un domaine de recherche à part entière. Les théories qui étaient utilisées pour essayer de sortir le monde de la crise, elles dataient encore des années 1800. Et les économistes n'avaient pas tous les outils qu'on a aujourd'hui. Du coup, c'est surtout en réaction à cette fameuse crise que la macro s'est vraiment développée, avec des personnes comme Friedrich Hayek ou Keynes, je sais jamais comment ça se dit, je crois que ça se dit Keynes, et des indicateurs très connus comme le PIB. Du coup, les gouvernements à l'époque ont fait tout l'inverse de ce qu'ils devaient faire. Ils ont augmenté les taux en espérant attirer des investisseurs, sauf que ça a freiné la consommation et l'investissement. Ils ont entretenu la baisse des salaires, ils ont obligé certaines entreprises à diminuer leurs prix, ce qui a aussi freiné la consommation et augmenté le chômage. Et ils ont mis en place des politiques d'austérité pour réduire leur déficit, alors que pour relancer une économie, il faut injecter de l'argent pour stimuler la croissance. Au bout d'un moment, certains pays comme l'Autriche,
en ont eu marre de l'étalon or, ça coûtait cher, ça empêchait l'économie de se relever rapidement. La Grande-Bretagne, par exemple, a alors décidé de laisser flotter sa monnaie en 1934. Elle n'était plus liée à l'or. Un pound ne vaut plus 6,69 grammes d'or comme avant, mais 4 grammes. Ils ont dévalué leur monnaie. Je vous ai dit que dévaluer sa monnaie, ça voulait dire imprimer plus de billets. Oui, mais ça peut aussi vouloir dire que si par exemple 1 euro égale 5 grammes d'or, si 1 euro égale maintenant 3 grammes d'or, on dévalue la valeur de notre monnaie. C'est aussi une autre façon de le faire, comme l'ont fait les Anglais. Et ça a pas mal aidé certains pays à devenir très compétitifs, à redevenir très compétitifs dans le commerce international. Sauf que d'autres pays comme la France ou la Belgique ont décidé de garder cette fameuse parité avec l'or, ce qui fait qu'ils ont été touchés plus violemment par la crise et ils ont eu plus de mal à se relever. Mais de manière générale, à partir de 1932 et 1933, la situation a commencé à s'améliorer. Surtout pour les États-Unis où le PIB et la production sont de nouveau en hausse, les gens consomment plus, le chômage baisse et on sort tranquillement de cette période déflationniste. En 1936, la croissance elle est de 12,1% sur l'année et l'inflation elle est de 1,5%. Et cette hausse de l'inflation, elle fait peur. La Fed, la Réserve fédérale, ceux qui décide de la politique monétaire aux États-Unis globalement, veut absolument contrôler cette inflation. Et donc elle décide de freiner l'injection de liquidités dans l'économie. Le taux de réserve des banques il va augmenter de 50%, ce qui fait qu'elles peuvent prêter moins d'argent. En plus de ça, la Fed décide de ne plus systématiquement convertir son or en dollars pour ne pas diluer la masse monétaire. Et pour ne rien améliorer à ça, le gouvernement augmente les impôts et diminue encore ses dépenses. Résultat, en 1937, la croissance elle n'est plus que de 5,4%, et en 1938, c'est la catastrophe. Une croissance négative, retour de la déflation, hausse du chômage, le même bordel. L'espoir qui commençait à revenir en 1933 a rapidement disparu. Ce qui va sortir les US de cette impasse, et c'est là qu'on voit que dans chaque catastrophe il y a des opportunités, c'est le début de la guerre en 1939. Et assez ironiquement, la crise de 1929 a joué un grand rôle dans le déclenchement de cette guerre, mais c'est la guerre qui a permis de définitivement y mettre fin. Depuis le début, on parle de cette crise, mais à aucun moment je vous ai parlé des méchants spéculateurs avides d'argent, les fameux traders. Pourtant, 1929 est souvent décrite comme l'année où la bulle spéculative a explosé. On connaît le lundi ou jeudi, je sais jamais, le lundi noir, je crois, c'est 1929. Parce qu'il y a un lundi et un jeudi, mais je crois que 1929 c'est un lundi. Et pour le coup, on peut dire que ces traders, ces spéculateurs, ils l'ont bien cherché. Dans les années 1920, on a l'apparition d'une toute nouvelle mode à Wall Street. Les fameux achats on margin, les achats en marge. C'est un mot compliqué pour dire que simplement ils prenaient du levier dans tous les sens. Pour ceux qui ne sont pas familiers, prendre du levier sur une position, ça veut dire emprunter de l'argent pour augmenter la taille de sa position. Normalement, imaginez qu'une action Apple coûte 1000 $, et que moi j'en achète une petite part, j'achète pour 100 $ de cette part. Et imaginez que du coup cette action, elle passe à 1100, elles prennent 10%, moi j'ai investi 100 $, donc j'aurais gagné 10 $, 10% de 100 $. Ok, classique. Sauf que, imaginez que j'emprunte 900 $ en plus de mes 100 $ pour acheter l'action. Pour acheter une action complète. J'achète une action Apple à 1000 $. Et que cette fameuse action, elle passe à 1100. J'aurais gagné 10% de mes 1000 $, moins les 900 empruntés, donc 100 $. C'est un moyen qui existe d'augmenter ses gains avec le même capital de départ. Sauf que si ça amplifie les gains, ça amplifie aussi les pertes. Et la personne qui vous prête cet argent, elle ne le prête pas gratuitement. Elle va pas prendre le risque de le perdre. Vu que sur la position des 1000 $, il y a seulement 100 $ qui sont à moi, si le prix baisse de 10%, 10% de 1000 $, ça fait 100 $, donc si le prix baisse de simplement 10%, toute ma position se fait liquider. L'action est vendue, le prêteur récupère ses 900 $ et vous avez perdu tout votre argent. Ou alors vous pouvez encore rajouter de l'argent pour garder la position ouverte, c'est ce qu'on appelle un appel de marge. Si l'action qui était à 1000 $ coûte maintenant 900 $, vous allez devoir rajouter 90 $ de votre poche. Plus le levier est grand, plus le prix de liquidation est proche. Bon, c'est un peu abstrait à expliquer en podcast, si vous n'avez pas compris, dites-vous simplement qu'on emprunte de l'argent. Et donc, si ça monte, on est gagnant, par contre, si ça descend, on perd ce qu'on a mis beaucoup plus vite. Et donc, on peut faire un appel de marge pour garder notre position ouverte et essayer le plus longtemps possible de rester sur le marché. Voilà, pas plus. Donc, tout ce mécanisme de levier, c'est énormément utilisé à l'époque, autant par les institutionnels que par les particuliers. Et surtout, c'est très peu régulé.
En 1929, ça fait 8 ans que le marché est dans une énorme période haussière et que les investisseurs sont dans l'euphorie totale. Donc les mecs ont des sous. Les mecs ont des sous et de la confiance. Ils achètent des actions d'entreprise, mais aussi des actions de trust. Une action de trust, il faut imaginer ça comme une sorte de fonds d'investissement de l'époque qui va investir dans plein d'entreprises dans le but de tirer un rendement. Ok ? Ils émettent des actions que les gens peuvent acheter et ensuite ils utilisent l'argent récolté pour le placer. Sauf qu'il y a un petit problème. Souvent, les gens empruntaient pour acheter ces actions. Une partie de l'argent dans le trust, c'était donc de la dette. J'emprunte de l'argent pour investir quelque chose, mais c'est de la dette. C'est de la dette que j'utilise pour investir. Ensuite, le trust utilisait cet argent, donc le fonds utilisait cet argent pour emprunter à son tour, pour acheter des parts dans un autre trust, qui à son tour empruntait, pour acheter soit des parts dans un autre trust, soit des actions d'entreprise, à voir. Vous voyez le problème arriver, vous voyez la cascade de dettes qui est en train de se mettre en place, ça crée une énorme pyramide en fait de la dette, où finalement une grande partie des actions d'entreprise étaient achetées simplement avec de la dette. Donc plus c'était simple d'emprunter, plus les gens avaient de l'argent, plus ils investissaient dans les actions, et donc plus la pression acheteuse sur le marché était grande. Mais quand ceux qui prêtent se rendent compte que la situation est un peu bancale, et qu'ils décident d'augmenter les conditions pour emprunter, d'augmenter les taux d'intérêt, on se retrouve avec moins de pression acheteuse. Et il faut se rendre compte que l'utilisation de levier, elle a explosé dans les années 1920, et que le nombre de trusts a presque doublé en l'espace de 1 an. Et vous vous rappelez quand j'ai parlé de liquidation, j'ai dit que plus le levier est grand, plus le prix de liquidation est proche. C'est un peu ce qui s'est passé. Les trusts, les clients, les banques, tout le monde était exposé avec du levier. Et dans cette situation, il suffit d'une toute petite correction pour déclencher une énorme cascade de liquidation. Je vous ai dit que quand on fait du levier, si ça monte, on gagne. Par contre, si ça baisse un tout petit peu, on se fait démolir. Imaginez ça à une échelle mondiale. Les premières fissures, elles sont apparues le jeudi 24 octobre. Mais les grands industriels et économistes n'ont pas arrêté de répéter que la situation économique était bonne. Donc ça a fait remonter le prix. Bon, ok, on a eu une mauvaise journée, on s'est débrouillé, tout se passe bien. Et il faudra attendre le lundi suivant, le fameux Black Monday, rien à voir avec le Black Friday, pour que le vrai crack ait lieu. 9,25 millions de titres ont été échangés. Les banques n'interviennent pas. Le Dow Jones perd 15% en une journée. Le mardi 29 octobre, le Black Tuesday, 16 millions de titres sont échangés. Et le Dow Jones repère encore 12%. Cette baisse, elle va durer jusqu'en novembre. Après, pendant plus de 3 mois, le marché remonte de 48%. Mais on l'a vu, la situation économique, elle n'est pas bonne du tout. En plus de ça, le crash d'octobre a marqué les esprits. Et la combinaison de tous les facteurs financiers et économiques fait que le marché va lentement fondre pendant 3 ans, perdre 90% de sa valeur, et plus de 700 banques américaines vont faire faillite avec les dépôts des clients. La Grande Dépression, elle a conduit à une réévaluation des politiques économiques et à la mise en place de grandes réformes. On s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans notre système économique. Après la Seconde Guerre mondiale, on a eu la création du Fonds monétaire international, le fameux FMI, et de la Banque mondiale, qui a eu pour but de venir stabiliser l'économie mondiale et prévenir une nouvelle crise de cette ampleur. Les gouvernements ont revu leurs outils pour gérer les crises, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient totalement à la rue, et ils ont utilisé des politiques fiscales et monétaires pour venir gérer les cycles économiques. Une meilleure régulation des marchés financiers a été mise en place avec la création de la SEC, la Securities and Exchange Commission, le gendarme des marchés financiers américains, pour venir superviser les marchés boursiers. La crise de 29, c'était le résultat d'une combinaison de facteurs économiques, financiers et politiques. La surproduction industrielle et agricole, l'endettement excessif, la spéculation non régulée, une surconfiance de la part de tout le monde, puisque ça faisait 10 ans que tout montait, un système monétaire qui était rigide et des politiques économiques absolument inadaptées, qui ont conduit à la plus grande dépression économique du XXe siècle. Les conséquences sociales et politiques ont été très profondes et ont été une cause du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Et en vrai, cette crise, elle est encore beaucoup étudiée aujourd'hui, et elle a vraiment marqué les esprits. Dites-vous que c'était il y a moins de 100 ans. Ça peut paraître beaucoup, mais il y a des gens qui sont largement encore vivants et qui ont connu d'autres périodes et cette fameuse crise. Donc il faut vraiment vous dire que des millions de gens se sont retrouvés sans emploi et des milliers d'entreprises ont fait faillite. C'était vraiment la panique.
Et je pense que c'est intéressant d'en parler pour comprendre l'économie au sens large, pour comprendre les mécanismes qu'il y a derrière qui peuvent entraîner ce genre de situation. Si jamais ce genre d'histoire vous plaît, sur les crises, faites-le moi savoir. Je pourrais en faire une sur la crise de 2001, la crise d'Internet, la crise des subprimes de 2008. Et je pense que c'est vraiment intéressant d'observer ce qu'il s'est passé pour les anciennes crises, parce que si on a moins de 60 ans, et même plus de 60 ans, si on a moins de 80 ans, je dirais, il y a de très fortes chances qu'on soit amené à connaître une nouvelle crise, comme celle, je l'espère pas, et il y a peu de chances quand même, de l'ampleur de 1929, mais comme celle de 2001, comme celle de 2008, comme celle de 2021, la crise Covid, on en aura des autres crises, et le fait de savoir étudier le fonctionnement d'une crise, ça nous permet soit de se positionner dans ceux qui vont en payer les frais, soit d'essayer de se positionner dans ceux qui vont en chercher et en trouver les opportunités. Parce que dites-vous que les vraies grosses richesses, pour certaines, se sont faites pendant ces crises-là. Et que comprendre comment ça marche peut être une grosse plus-value pour notre carrière d'investisseur. Merci de m'avoir écouté. C'était Lovic, j'espère que ce podcast n'était pas trop compliqué, il était un peu plus technique que d'habitude, j'essaie d'alterner entre tous, comme ça tout le monde peut y trouver son compte. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon week-end, et on se dit à bientôt. Ciao les potes.